bien. Quand je vous disais tout à l'heure que les professionnels ils viennent en pays autiste avec leur petite mallette d'idéal professionnel, ils ont malheureusement dans l'idéal professionnel l'idée qu'ils vont arrêter les troubles, qu'ils vont les guérir, que c'est même leur mission. Et alors, si vous essayez d'empêcher les troubles, si vous vous braquez contre les troubles, alors vous êtes certain que vous allez les augmenter. Hein, vous allez augmenter les difficultés relationnelles. Il faut admettre que toute la stratégie va consister à entrer en relation avec les troubles, malgré les troubles, on va dire à travers les troubles. On s'est amusé à faire des panneaux dans l'esprit du code de la route, qui s'adresse là surtout aux professionnels. D'abord, c'est le panneau « Stop aux explications abusives ». Parce que vraiment, on entend tellement souvent dans les institutions, il nous provoque, et elle le fait exprès, il s'oppose, elle ne veut pas, enfin bon bref. Tout ce qui paraîtrait normal pour votre gamin à vous, cet adolescent énervant qui effectivement, et oui c'est vrai, vous provoque, le fait exprès et vous met en colère. Mais si vous avez le malheur d'avoir un enfant autiste ou d'être obligé dans votre vie professionnelle avec une vie, de vivre avec 35 heures par semaine, je le répète, avec des personnes autistes, ces arguments-là vous mèneront à une impasse. Parce que finalement, vous réagissez comme si le jeune dont vous dites qu'il vous provoque fonctionnait comme une personne normale. Or, vous oubliez qu'il fonctionne en autiste. Et c'est toujours ça, la difficulté que je constate dans les établissements et la très grande difficulté au changement culturel dans les établissements à ce niveau-là. Avec ta main, et tu appuies encore. Encore, tu appuies, c'est très très bien. Je t'aide un petit peu. Jeter, c'est interdit. Tu travailles. Chut. Tout va bien. Calme-toi. Je t'attends. Voilà. Tu le mets tout seul. Tu le mets tout seul. Encore, appuie. Donne ta main, je vais t'aider. Voilà, très très bien. Et tu continues. Appuie. Appuie fort. Voilà. Encore. Jeter, tu peux pas. Il est tombé ici. Tu viens le ramasser, celui qui est tombé. Voilà, tu le ramasses. Merci beaucoup. Et tu te rassois. On continue le travail. De même, je dirais sens interdit aux interprétations projectives. Alors, c'est un peu un comble pour un psychiatre de dire qu'il est contre les interprétations, puisque ça a été longtemps notre fonds de commerce. Mais il faut bien reconnaître que, là encore, j'avais insisté sur la différence en ordre de fonctionnement de neurotypique, de normopathe, disait un psychanalyste connu, Jean Houry, et le fonctionnement autiste. Nous sommes conditionnés dès notre plus jeune âge à relier les choses, à les relier de manière interprétative. Si on voit quelqu'un qui fait une gueule comme ça, on dit « pourquoi il me fait la gueule ?» Si on voit quelqu'un comme ça, on a tendance à sourire, à le relier, à dire « qu'est-ce qui t'arrive d'heureux ?» Bon, on relie les choses, on les interprète. Il a dit ça, ça veut dire que. Ou alors on les explique. On recherche des relations de causalité. C'est notre fonctionnement normal, c'est ce qui nous permet d'ailleurs d'agir sur le monde et d'interagir avec les autres. Ce que je peux dire, et ce qui est très très bien décrit dans Le bizarre incident du chien, c'est que les autistes se passent fort bien de relier, d'interpréter, d'expliquer. C'est pas qu'ils font exprès de ne pas le faire, c'est qu'ils peuvent très bien s'en passer. Et ils ont beaucoup de mal à penser à ce que l'autre pense. C'est ce qu'une psychiatre anglaise, enfin une psychologue anglaise, Jutta Fried a décrit sous le nom de théorie de l'esprit. Donc, sens interdit aux interprétations projectives, et ça, je peux vous dire que c'est le plus difficile dans les établissements. Sens obligatoire, on est obligé de passer par ces mécanismes, le fameux triangle avec la pente, l'intensité du degré d'autisme, et son niveau de développement, toujours le pont qui limite. Et ça fait que la fameuse expression qu'on entend souvent quand un autiste ne fait pas ce qu'on s'attend à ce qu'il fasse, mais pourquoi il ne veut pas, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait rayer de notre habitude et le remplacer par comment il va pouvoir, en se rappelant
que notre réflexe spontané il veut pas, c'est que c'est l'oubli, toujours pareil, l'oubli des deux panneaux qui encadrent notre activité, quelle qu'elle soit, quelles que soient vos croyances, quelles que soient vos idées fondamentales. Et finalement, il pourra, si on invente la bonne médiation, et la bonne médiation, elle passera par son niveau de compréhension, son niveau de développement et son degré d'autisme. Et à ce moment-là, on pourra envisager avec lui toutes les activités qu'on voudra et tous les apprentissages qu'on tentera, et quelquefois même qu'on réussira. Deuxième point du trépied, vous vous rappelez le trépied, premier point, il y avait les troubles des relations, deuxième point, les troubles de la communication. Comment se comprendre symboliquement? Sur cette photo, il va arriver des bricoles aux voitures, enfin, il va arriver du travail au taulier du coin, parce que si les personnes ne se comprennent pas symboliquement, ça ne va pas. Là encore, la grande difficulté des accompagnants, c'est notre virtuosité à utiliser la dimension symbolique. Et pour ça, à utiliser un instrument qui, justement, manque de chance, n'est pas l'instrument préféré des personnes autistes, à savoir le langage articulé. Cet instrument est apparu au cours de l'évolution de l'humanité. On a mis du temps, paraît-il, des millions d'années. Bon, il a fallu qu'on chasse le mammouth pour l'inventer, dit-on, dans les anthropologues. Enfin, je ne vous raconte pas ça, c'est amusant, mais c'est long. Bon, mais c'est quand même un outil génial, le langage, et il économise considérablement l'énergie. Il permet de nous comprendre rapidement symboliquement. Il permet d'évoquer des choses absentes. Le mot évoque une chose absente. Il permet d'évoquer des notions abstraites. Et vous vous rappelez que c'est toutes les choses qui, justement, ont tant de mal à réaliser les personnes autistes. Mais nous, les personnes non autistes, les parents, les professionnels, on est programmés pour investir cet instrument. On a d'ailleurs mis plusieurs années au début de notre enfance, on a peiné pour le maîtriser, cet instrument, pour l'investir. Mais on y tient, c'est notre langue maternelle, elle constitue notre identité. Et puis c'est notre vocabulaire professionnel, elle constitue... il a fallu acquérir un vocabulaire pour avoir les diplômes qui nous permettent de travailler avec les personnes autistes. Et manque de peau, on ne peut plus en servir après. Enfin, on ne peut plus en servir. C'est un instrument qui ne va pas avoir cours en pays autiste. Sans parler que cet instrument, il nous permet aussi de cacher, de mentir. C'est intéressant de mentir, de se servir du langage pour mentir. C'est au moins la preuve de l'absolue inviolabilité de notre monde intérieur. Et cette intimité, ce monde intérieur, justement, les personnes autistes ont des difficultés à y avoir accès. Alors, cet instrument, c'est pas les personnes autistes, la plupart du temps, ils sont mal préparés. Et la majorité d'entre elles n'acquièrent pas le langage. Ceux qui l'acquièrent souvent difficilement, maîtrisent lentement les processus, ont du mal avec la grammaire, ont du mal avec la syntaxe, la construction des phrases. Sujet, verbe, complément, c'est pas spontané chez les personnes autistes. D'ailleurs, très souvent, ils inversent longuement le tu et le je au cours de l'évolution de leurs premières années, quand ils parlent. Et ensuite, dans la vie, quand ils ont des difficultés, c'est pas par le langage qu'ils les expriment, ou en tout cas, c'est pas préférentiellement par le langage. Et ils n'arrivent pratiquement jamais à faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de jouir du langage, de vous tenter de vous séduire par le langage. Et la symbolisation de la pensée, c'est pas ce que font les personnes autistes, et c'est pas ce que peuvent faire les personnes autistes. Et c'est ce qui rend leur accompagnement en situation de communication si difficile. Alors là aussi, on s'est assez amusé à trouver un signe du code de la route, un hôpital silence. C'est assez drôle parce qu'un hôpital, il n'y a rien de plus bruyant. Je ne sais pas si vous êtes allé dans une salle d'hôpital de jour ou d'IME. C'est infernal comme bruit. Bon, bref. Se rappeler que le langage articulé n'est pas le meilleur canal de communication, qu'il faut contrôler nos émissions verbales, qu'il vaut mieux accompagner le langage par... des appuis gestuels et visuels, ça fait partie du code de la route pour obtenir le permis de se conduire en pays autiste. Une autre chose importante, c'est ce signe, alors je ne sais pas non plus comment ça s'appelle dans le code de la route, la bifurcation. C'est-à-dire que, alors que la route principale pour nous est le langage, on va tenter de compenser la déficience en langage par l'utilisation d'autres canaux de communication que le langage. Je fais souvent l'image de régler une radio et ça ne va pas être le canal habituel qu'on prend, mais il va falloir trouver, à travers des grésillements, une communication quand même sur un autre canal. Et le plus souvent, c'est d'ailleurs pour ça que le livre de Temple Grandin s'appelle « Penser en images », c'est un appui visuel.
Alors là, il y a des outils qui sont assez nombreux. Il y a le Makaton qu'on n'utilise pas dans notre équipe, mais qui parfois est très utile, qui associe langage oral et gestuel. Et il y a le PEX, qui a été inventé par les Américains encore à Chicago, qui est donc un système de communication par échange d'images, c'est ça que ça veut dire, Picture Exchange Communication System, et qui associe image et réalité. Et nous, c'est peut-être parce qu'on l'investit dans notre équipe que certaines éducatrices ont été formées et ont transmis aux autres. On trouve que c'est un outil qui est très utile et très intéressant. Mais, il est très difficilement exportable dans les IME ou dans les IM Pro ou dans les femmes parce que il faut utiliser tout un système d'images avec un carnet et les personnes qui n'ont pas l'habitude disent mais pourquoi ce système compliqué? Il sait dire quelques mots, il comprend les mots, ça suffit. Eh bien non, parce que ce système de PEX permet de comprendre l'échange entre les autres à travers la communication. On constate, même en commençant très tard avec on a commencé avec un jeune, je pense un jeune qui avait plus de 19 ans, avec des résultats importants et surtout le plaisir du jeune quand on voit qu'il comprend, qu'il peut communiquer. Bien sûr, il ne va pas communiquer sur la pensée de Heidegger, hein, mais communiquer sur demander du pain, aller aux toilettes, sortir, s'arrêter, etc., demander à boire, et ça, c'est quand même formidable. Donc c'est un classeur avec lequel il a tous les aliments dont il dispose en général dans sa glacière pour faire ses demandes. Donc il sélectionne ce qu'il souhaite manger. Donc là, la salade, il descratch, il la met là. En fait, il la pose comme ça, il nous l'attend un petit peu. Donc nous, on sait qu'il veut de la salade. Alors Jean-Christophe, tout à l'heure, il m'a demandé cracotte. Il n'y en avait pas dans sa glacière, donc je lui ai mis là. Non, c'est pas possible en fait. Voilà, il dit c'est pas possible, ou qu'il n'y en a plus, ou quand il en a mangé assez. Voilà. Et puis il y a aussi les utilisations, il faut être moderne et faire marcher le commerce, par des systèmes de compensation informatique, comme les PC portables, les Goto, qu'on a ça, et Claire Le Capoitot nous a acheté ça, et c'est très très bien, ça marche très bien, où on appuie sur les images et on entend ce que ça représente, on entend sonorement ce que ça représente. Et puis le système Babar qu'on n'a pas, mais qui est un système comme les caisses de supermarché, là, un système qui lit des codes barres, et on met les codes barres sur les objets. Alors sur une porte, vous mettez porte, et puis ça lit porte en disant à haute voix porte. Bref, ce sont toujours des systèmes qu'on peut utiliser pour à tout prix entrer en communication, alors que la communication, comme je vous l'ai expliqué, n'est pas le fort des personnes autistes. Enfin, dernier point du triptyque, les troubles des conduites. Et là que vous voyez, on a choisi une image évocatrice d'une route un peu dangereuse la nuit. Évidemment, là, ce qui va nous gêner considérablement, c'est la forme même de pensée, la forme d'être au monde des personnes autistes, avec leurs rituels, leur immuabilité, leurs éclatements, leur focalisation d'intérêt, qui sont quelquefois très forts et des obstacles très forts à la socialisation et à l'acquisition d'autonomie qu'on cherche à avoir pour leur faire acquérir dans notre monde. Alors, je le répète, la façon traditionnelle dont on abordait ces difficultés en s'attaquant de front aux troubles dans l'espoir de les changer s'est avérée une impasse. Les combattre de front, c'est courir à l'épuisement des accompagnants, à la violence réactionnelle des personnes autistes. Finalement, la seule solution, et quelquefois elle est vraiment limitée et difficile, c'est de s'appuyer sur le fonctionnement même de cette pensée en diminuant autant que possible les comportements gênants dans le monde réel. Et en cherchant, alors là on peut chercher des causes, quelquefois par exemple c'est un mal de ventre, mal aux dents, qui peut expliquer une recrudescence de comportements gênants. Quelquefois on n'arrive pas à trouver les raisons qui déclenchent des crises, qui peuvent durer quelquefois assez longtemps. En tout cas, c'est en cherchant des repères déjà connus dans l'environnement, par la personne autiste, déjà connue, non pas dans la relation aux personnes, on ne va pas s'appuyer sur la relation, ce n'est pas son point fort. On ne va pas s'appuyer sur le langage, ce n'est pas son point fort. Mais on va s'appuyer sur la relation à l'environnement, aux objets, quelquefois même au corps propre, pour chercher à compenser les déficiences dans la planification de l'action. Alors là, je n'ai pas malheureusement de solution miracle. Les médicaments aident un peu, mais sont
pas d'une efficacité toujours remarquable. Et puis je préfère les donner dans les périodes difficiles d'ailleurs. Mais en situation de crise, on n'a rien trouvé d'autre que travailler. C'est pour ça qu'on a mis le panneau travaux, c'est-à-dire analyser la situation, l'analyser avec la famille, faire une hypothèse, se tenir à cette hypothèse, et puis on essaie, et puis ça marche ou ça marche pas, et puis on réévalue. Et c'est comme ça qu'on arrive quelquefois à traverser de longues périodes de crise, parce que quand même, ce n'est que par période qu'il y a des crises de comportement. C'est quand même très rare les cas qui s'enfoncent dans des comportements gênants permanents. Une chose importante, c'est ce panneau interdiction de stationner, c'est-à-dire que ne pas laisser la personne autiste dans la répétition stérile. Ça, c'est quelque chose de très important. Et surtout, de ne pas penser qu'il s'oppose à ce qu'on lui propose, mais penser d'abord qu'il n'a pas l'initiative de commencer la séquence d'action. Pensez, comme je le dis un petit peu rapidement, à une panne de starter plutôt qu'à une volonté de ne pas faire. Et très souvent, on voit d'ailleurs qu'avec des petits systèmes de déclenchement, la personne autiste est très contente de réaliser une action alors qu'elle peut rester devant l'action sans jamais la faire. Et puis essayer de penser à... Parce que les personnes autistes, ils sont comme nous aussi, ils font ce qui les intéresse, donc il faut des motivations, y compris des motivations, des renforcements de comportement de type récompense, qui, quand c'est de bas niveau, est souvent de caractère oral, des bonbons, des choses, des boissons, des choses qui... Mais qui ensuite, lorsqu'on voit que ça progresse bien, on voit bien que la personne autiste prend son plaisir dans la réalisation même de ce qu'elle fait, parce que finalement... Malgré leur indifférence à l'environnement social, on voit bien que quand on arrive à leur faire quelque chose, nous, on est content, ça c'est vrai, mais elle aussi, et souvent, elle le manifeste. Et ce qui, d'ailleurs, au passage, fait que toutes les méthodes éducatives qu'on doit employer vont toujours s'appuyer sur la félicitation, l'encouragement, la récompense, et jamais, ou pratiquement jamais, sur l'interdiction de type punitive, de type négatif. Pour une raison d'ailleurs compliquée mais simple à comprendre, c'est que quand on dit non trop fort, les très bas niveaux comprennent ça comme une stimulation, ne faisant pas la différence, et refont des comportements pour obtenir la mère qui crie, qui s'énerve, l'éducatrice qui crie, qui s'énerve. Ils sont très contents d'avoir une stimulation et ça peut durer longtemps. Pour ces troubles des conduites, on a pris le panneau des routes prioritaires. Parce qu'il y a des priorités quand même dans les conduites à tenir, qui sont la priorité dans la position à avoir à l'autonomie par rapport aux performances. Combien de fois j'ai vu des éducatrices s'acharner à apprendre des choses, alors que, bien sûr, il faut essayer d'apprendre des choses, mais que plus c'est l'autonomie qu'il faut avoir en objectif premier par rapport à la performance, au degré de... Il faut donner la priorité à l'apprentissage séquentiel, morceau par morceau, petit morceau par petit morceau, perpétuellement réévalué. Et à la priorité, comme je l'ai déjà dit, de l'environnement prévisible. Je ne vous cacherai pas qu'il y a des risques de dérapage et de verglas, comme vous le voyez sur ce panneau, que quelquefois la sortie de route, même pas quelquefois, la sortie de route nous guette tout au long du chemin. Disons que souvent on trouve les causes de cette sortie de route, objectif trop grandiose, on a mal évalué, on part vers un objectif trop grandiose et on se décourage, oubli des mécanismes autistiques, ce qui revient tout le temps et ce qui a été le sens de mon propos tout au long de la soirée, oubli du niveau de développement, et puis modification insuffisante de notre position d'accompagnant, ce qui est un obstacle que je rencontre très fréquemment dans la culture des établissements où j'interviens. Voilà. Si on respecte tout ça, eh bien, on peut accompagner, pas forcément jusqu'où on voudrait, mais le plus loin possible pour la personne. Si toutes les conditions sont réunies, si vous n'avez pas perdu trop de points en route, eh bien, vous aurez, et je vous remercie, le permis de se conduire en pays autiste.